Notre démocratie va mal. Très mal. Certains l'ont peut-être remarqué dans mes précédentes vidéos, je suis un fervent démocrate, même si la stabilité et la prospérité sont à privilégier pour le choix du régime politique et que la démocratie n'est pas du tout une solution miracle. Je considère que pour la société française de notre époque, c'est le système le plus souhaitable. Celui qui garantit une liberté. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la démocratie représentative et des défauts qu'elle porte avec elle. Car vous allez le voir, si ce mode d'exercice de la démocratie a des avantages notables, il a aussi des inconvénients colossaux, surtout à l'époque de la déraison et du règne de la bien-pensance. Une démocratie représentative aux dérives autoritaires, une dictature démocratique. Reposons les bases brièvement. Article 3, alinéas 1 et 2 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. Cet article fonde deux choses. La première, c'est que le peuple ne peut pas exercer sa souveraineté directement. Il doit passer par l'élection de représentants ou s'exprimer sur un sujet dans le cadre d'un référendum. La seconde, c'est que sans avoir reçu une fonction d'exercice de la souveraineté, aucun groupe ou individu ne peut gouverner. On vit donc dans une république où le pouvoir s'exerce dans le cadre de fonctions. Président de la République, député, sénateur, maire. En dehors de cela, un individu ou un groupe ne peut pas exercer sa souveraineté. Les avantages de ce système, c'est qu'il permet de déléguer la souveraineté pour que la prise de décision soit efficace. Vous vous doutez bien qu'on dirige plus facilement un pays à 1000 personnes qu'à 70 millions. Car tout le monde donnerait la sienne et on n'avancerait pas. Avoir des représentants est essentiel. Notamment car ils consacrent théoriquement 100% de leur temps à l'exercice de leur souveraineté et que cela permet une dévotion totale à la nation et à la prise de connaissance des projets de loi. Le représentant est également censé être compétent et anticiper les conséquences de ses décisions économiques, géopolitiques, sociales, industrielles, etc. Et enfin, le représentant est censé avoir une vision globale de la société, car la population qu'il représente lui soumet des doléances. Le représentant prend donc connaissance de plusieurs situations sociales, prend connaissance des différentes réalités que vivent les citoyens et essaie d'être juste envers tout le monde. Alors qu'un citoyen seul va très logiquement servir ses intérêts. Mais bon, tout ça, vous l'avez compris, c'est très théorique. Maintenant, on va parler des inconvénients que fait naître la pratique. Pour étudier les dérives de la démocratie représentative, il convient d'observer la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui. Cette crise démocratique, elle se concrétise dans deux choses. La défiance envers le politique et une abstention considérable. Ce qui fait qu'en fait, si l'on veut être précis, notre crise démocratique est une crise de la représentativité. C'est la perte de confiance d'une partie conséquente du peuple dans ses représentants qui provoque les dérives. Un manque d'implication citoyenne et de rejet qui se ressent dans les résultats de la présidentielle. Macron est le président le plus mal élu après Pompidou, avec 38,52% des inscrits. Autrement dit, si on prend en compte l'abstention et les votes blancs et nuls, Macron a été élu au second tour par 38,52% des Français. Alors, cette crise démocratique, tout le monde en a conscience, tout le monde dit vouloir y mettre un terme, on entend les réactions qui s'inquiètent systématiquement de l'abstention. Mais c'est une inquiétude qui dure depuis la création de la Ve République. Les élus ne s'y attaquent jamais, car c'est grâce à cette abstention qu'ils se maintiennent au pouvoir. On a donc un cercle vicieux. Les Français abstentionnistes n'expriment plus leur suffrage, car ils sont mécontents, et ce sont les mêmes citoyens satisfaits qui réélisent les mêmes représentants.
Des représentants qui dégoûtent encore plus les mécontents, qui vont à leur tour grossir les rangs des abstentionnistes et le cercle vicieux s'installe jusqu'à l'effondrement. Mais pourquoi la démocratie représentative mène à cela? Comme l'alinéa 1er de l'article 3 de la Constitution le dispose, la souveraineté nationale est exercée par les représentants du peuple. Des représentants qui, une fois élus, n'ont aucun compte à rendre au corps électoral pendant leur mandat. La seule pression qui pèse sur eux, c'est l'échéance électorale suivante qui pourra ou non renouveler leur mandat. Là, je parle de pression démocratique. Un représentant est donc en capacité d'agir en opposition totale avec ce que souhaitent ses électeurs, sans que ces derniers puissent le contester. Les décisions que voudrait prendre la majorité peuvent ne pas être prises par le représentant. Dès lors, on peut se questionner sur qu'est-ce que représente cet élu, si ce n'est lui-même ou ses amis. Sans contre-pouvoir, durant un mandat, le peuple ne peut pas être respecté car il n'est pas craint. Sauf que les élus, il ne faut pas oublier qu'ils sont nos représentants et non nos dirigeants. Ils ont une fonction de direction dans la société, mais c'est au peuple qu'ils doivent rendre des comptes. Ce sentiment de supériorité de classe est insupportable, comme s'ils devenaient des personnes sacrées. La République, c'est moi! Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et en plus, ils nous expliquent comment nous devons nous comporter. C'est à nous de leur dicter comment ils doivent agir. En dehors de l'élection, l'article 3 place le référendum comme un outil d'expression populaire. Mais le référendum est lui-même pensé, déterminé, écrit et proposé par les représentants. Dès lors, en situation de crise démocratique, le peuple n'a jamais l'occasion d'user directement de sa souveraineté. C'est une souveraineté passive, une souveraineté déléguée, car elle ne peut pas être exercée directement. C'est donc les représentants en qui l'on n'a pas confiance qui doivent nous apporter des solutions. Le peuple n'apporte jamais de solution. Et pour en savoir plus sur comment fonctionne la politique de l'intérieur, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les partis politiques où je vous parle de mon expérience en politique au sein d'un parti et des travaux de la philosophe Simone Veil, son point de vue sur les partis politiques. Comme le peuple ne peut pas apporter de solution, qu'il ne se sent pas écouté et même pas représenté, cela crée de la frustration. Et la frustration fait naître la violence. Si bien que les Français ont la réputation d'être des gueulards, ingouvernables, jamais contents. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le peuple n'a pas de contre-pouvoir démocratique pour être craint. Alors, il se fait craindre dans la rue. Et ça, cela mène à la stagnation. Les politiques détestent avoir l'image du tyran qui doit affronter la rue. Alors, ils vont essayer à tout prix d'éviter la révolte et les manifestations. Dès qu'ils vont sentir une opposition populaire, ils vont céder, arrêter. C'est aussi ce manque de courage politique qui mène au dégoût des électeurs, car les minorités bruyantes font taire la majorité silencieuse. Et cela rejoint une dernière vidéo sur la bien-pensance que je vous invite à aller voir. Dès lors, des représentants lâches, sans courage, sans audace, font stagner le pays. Et les projets ambitieux et courageux qui se développent en France, notamment industriels, doivent batailler avec des politiques craintifs. C'est d'ailleurs le principal mur que ces industriels doivent franchir. J'interviewerai à terme des industriels sur la chaîne et vous verrez qu'ils diront que parfois les élus soutiennent le projet et veulent qu'il aboutisse, mais n'assument pas publiquement un soutien pour ne pas être désavoués par les électeurs. Alors vous allez me dire, oui, mais tu dis que les politiques ont peur du peuple, alors ils n'agissent pas, et qu'en même temps, quand ils agissent, ils peuvent aller à l'encontre du peuple car celui-ci n'a pas de pouvoir d'opposition. C'est juste et c'est un paradoxe. Mais c'est quelque chose qui s'explique
par ce que j'appelle la politique frileuse. Quand on ne fait rien et qu'on laisse une situation s'envenimer, on suscite la colère, mais la révolte ne vient qu'en dernier recours, en situation extrême. Parce qu'il n'y a pas d'action qui puisse engendrer une réaction. Alors que quand on mène une politique ambitieuse, quand on agit, c'est nous qui révolutionnons quelque chose. Et l'opposition incarne la contre-révolution. L'action engendre une réaction, alors que l'inaction empêche la réaction. Et donc quand un homme politique ne fait rien et qu'on veut changer les choses, il faut que des personnes se mettent à agir. Et c'est bien plus facile de réagir, car ça ne demande pas de courage, mais de l'émotion, alors qu'agir demande du courage et du sang-froid. Dès lors, quand on gouverne, soit on n'agit pas et rien ne se passe, soit on agit et on doit éviter l'opposition. Alors on agit timidement, on mène une politique frileuse et tout prend une plombe à évoluer, on passe notre temps à réformer les mêmes choses car aucune politique n'est ambitieuse, aucune politique ne prend les problèmes à bras-le-corps et donc on retarde le problème tout en le laissant se propager, faute de solutions efficaces. Et il y a une dernière chose qui nous mène à la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui, c'est le déni de l'opinion populaire. C'est une conséquence de tout ce que j'ai décrit auparavant. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Alors quand un sondage montre que X%, qui symbolise une majorité des Français, sont pour quelque chose, le représentant est censé écouter ou consulter via référendum le peuple pour lui laisser le choix. Sauf que non, on se mange des ah oui, je m'en fous, c'est pas conforme à mes idées, pas conforme à mes valeurs, alors je suis pas d'accord. Mais nous, on s'en fout que ce soit pas conforme à tes idées. Fais un référendum et laisse le peuple décider. Comme ça, c'est pas ta décision. Mais au moins, il y a une expression démocratique. Oui, mais la postérité retiendra que c'est une loi de mon mandat, je veux pas. Bon, on constate une limite de la démocratie représentative. Le dirigeant, même s'il est seul à ne pas vouloir quelque chose ou à vouloir quelque chose, peut empêcher une majorité ou une unanimité à décider. C'est comme si avoir reçu la confiance de certains sur quelques sujets lui donne la confiance de tous sur tous les sujets. Et quelque part, une légitimité à dire au peuple « vous avez tort, j'ai raison ». Mais qui est responsable de cette crise démocratique ? Eh bien, on serait tenté de dire les politiques, car ils ne respectent pas les électeurs, mènent une politique frileuse, préservent leur intérêt personnel ou de parti plutôt que ceux de la nation. Et si on ajoute à ça le manque d'exemplarité et les leçons qu'ils nous donnent, il est indéniable qu'ils ont une responsabilité énorme. Mais de la même manière que l'on a le physique de ses idées, je pense que l'on a les représentants que l'on mérite. Je pense que nos représentants sont à l'image de la société. Ainsi, les citoyens sont également responsables. Car par peur de la radicalité, on s'enferme dans la modération. On refuse de se tourner vers ceux qui proposent la fermeté ou un changement radical. On continue de suivre la voie de ceux qui promettent la prospérité économique. Depuis Chirac, les gouvernements qui s'enchaînent mènent la même politique globale, avec des variations mineures qui oscillent entre centre-gauche et centre-droit. Mais on constate aujourd'hui que le gouvernement de Macron le symbolise à la merveille. C'est qu'en fait, on constate que les anciens socialistes et l'ancien UMP, les républicains, sont en réalité complètement compatibles. Donc ce sont les mêmes qui gouvernent et qui mènent la même politique depuis des années. Et ces gens combattent leur adversaire en disant « Attention, ils vont vous mener à l'effondrement du pays. Nous, on sait gérer le pays, on est de bons économistes, Alors, par peur, on se tourne vers les mêmes pour conserver notre confort économique, mais on ne fait que repousser l'échéance. On ne fait qu'élire des gens qui augmentent la dette publique pour camoufler leur incompétence,
des gens qui inventent toujours plus d'aides sociales, des gens qui refusent de baisser les dépenses pour alléger l'imposition des ménages, ces gens qui nous mènent aujourd'hui droit dans une crise sans nous avoir demandé si nous soutenions ce qu'ils font, on s'enferme dans la modération et on ne donne donc pas de réponse à la hauteur de la situation qui exige de la radicalité. Je note que mon propos est paradoxal parce que je suis le premier à inciter à la modération et à la nuance, mais force est de constater que notre époque est confrontée à une déraison totale, une inversion des valeurs, une tension sociale énorme, une injustice sociale et économique dingue. La France est dans une situation radicalement grave, si ce n'est extrêmement dangereuse. Et on le sait tous, s'il n'y a pas une réponse politique ferme et radicale maintenant pour endiguer le chaos naissant, il n'y aura que l'explosion qui pourra reposer les basses scènes. Sans radicalité politique, ce sera l'extrémisme belliqueux, la guerre civile. Et si les bisounours qui regardent cette vidéo osent dire que je joue sur les peurs, je les invite à aller en parler autour d'eux. Et ils verront. Ils verront que tout le monde le sait, tout le monde le sent. L'air pue la poudre. Et lorsqu'il y aura l'étincelle, ça va être un carnage. Le réel va nous rattraper et il faudra être prêt. Et croyez-moi, je mesure la gravité de ce que je dis. Et il faudra des responsables. Le peuple voudra des responsables. Et quand on voit les gilets jaunes, le moyen que l'on puisse dire, c'est que la France n'a pas perdu son esprit révolutionnaire. Alors si ça pète, vraiment, je n'ai aucun mal à imaginer une reproduction du sort funeste de Louis XVI et de tous ceux qui l'ont suivi. J'invite donc tous les citoyens français qui partagent mon opinion à voter. À voter pour le changement, pour de réelles réformes démocratiques, mais surtout voter. Car s'abstenir, même si c'est compréhensible, ne résout rien et n'engendre que des représentants qui représentent de moins en moins de monde. Voici donc ma critique de la démocratie représentative. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse. Et sur ces lourdes paroles, je vais vous inviter à soutenir la chaîne en vous abonnant, à laisser un like. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci.